Très bien. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous pour cette conférence des mondes du design, la quatrième du coup pour cette année 2020 et donc la dernière avant l'année prochaine. Ce soir, on va parler alimentation, on va parler culinaire, on va parler gastronomie. Et comme l'exprime si bien, en tout cas Aude et Léa, ce design culinaire se situe à la croisée du design, de la gastronomie, de l'industrie du luxe et des arts culinaires. Il entend allier des savoir-faire, les sensibilités des métiers de bouche et des métiers du design pour proposer, sinon un renouvellement, du moins un questionnement sur le gustatif, les formes, les couleurs, notre rapport à la nourriture, son pouvoir, autrement dit, les bienfaits et sensations qu'elle peut nous procurer. Le design culinaire est une discipline qui gagne de l'importance, explorer de nouvelles sensations, envisager une approche différente des rituels qui accompagnent les aliments. Le design culinaire entend faire de la cuisine une fête d'essence. Là, je cite du coup une belle présentation de la part de Meet Studio qui est avec nous ce soir avec Aude et Léa. Et donc au menu ce soir, du graphisme, de la lecture, de l'événementiel, de la gastronomie et en dessert, ce rapport intime entre l'alimentation et nos sociétés. Aude, Léa, Noémie, Mathéo, bonsoir à vous quatre. Je vais vous présenter tous les quatre. On va commencer par Meet Studio. Meet Studio, c'est deux associés, Léa et Aude, qui ont uni une passion commune pour la transformer en un projet professionnel assez incroyable. Et après une formation en design de produits à la Martinière d'Hydro, Léa, vous avez rencontré le design culinaire en Hollande avec la papesse Marie Vogelzang, dont on parlera à la fin de cette conférence. Et cette expérience sera le prémisse de l'aventure Meet pour vous. En parallèle, Aude, vous avez toujours aimé jouer. Et Meet joue beaucoup avec la nourriture sur des événements B2B ou particuliers. Et vous vous appuyez sur vos solides connaissances en gestion et management de projet. Bref, Meet Studio, c'est déjà 3 ans d'existence et des références magnifiques comme Fermob, les Mythes Saint-Étienne et surtout toutes les personnes victimes de vos expériences culinaires qui gardent, j'en suis sûr, un sourire et un moment unique gravé. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ensuite, nous avons avec nous également Noémie Malaise. Noémie, vous êtes engagée en quête de sens avec une formation entre l'école estienne, les beaux-arts et l'Angleterre. Vous décidez de partir, voyager pour vous révéler. Et l'alimentation, la cuisine, ce langage universel va devenir le socle de votre projet professionnel. On va parler avec vous ce soir de vos projets, du magazine ILO, un objet graphique et imprimé qui transporte le lecteur du champ jusqu'à la table, mais aussi de votre production graphique et illustrée, toujours autour de l'économie sociale et solidaire et de l'alimentation. Et pour couronner le tout, on en parlera peut-être, vous faites aussi partie de la bande du C, le collectif créatif pour le climat. Et voilà, en tout cas, on en parlera ce soir. Bonsoir à vous, Noémie. Bonsoir. Et enfin, le quatrième de la bande ce soir, c'est Mathéo Salas, dont on salue aussi la famille qui nous regarde depuis le Mexique. Et bien sûr, votre accent chantant et chaleureux ne trompera personne dans notre public ce soir, puisque vous êtes né dans une famille avec une maman italienne et un papa mexicain. Eux deux sont designers et font partie des derniers étudiants de l'école Bauhaus de Bâle. Votre frère aussi est designer, votre beau-père aussi. Bref, vous êtes le cuisinier au milieu des designers, et c'est encore le cas ce soir. Mais nous verrons ce soir, le design a aussi bercé votre vie, et la berce encore dans votre approche, vos créations, vos projets, vos enseignements. Lors de nos échanges, vous nous avez livré « J'ai ce goût des espaces et des choses que l'on utilise au quotidien, j'ai grandi avec ». Vous avez appris la cuisine à l'Institut Paul Bocuse, à Lyon, et avez voyagé dans plusieurs pays, et surtout plusieurs maisons et restaurants. Éric Rollingier, Kike d'Acosta, Carlo Craco, Pascal Barbeau, Nicolas Mas, bref, un sacré paquet d'étoilés, en somme. Et vous êtes aujourd'hui chef et instructeur du restaurant The Roots à l'École des Roches en Suisse. Nous parlerons ce soir de vos travaux et aussi de la sémiotique qui vous est chère. Et du questionnement que vous avez, êtes-vous un chef ou un designer? En tout cas, bonsoir à vous, Mathieu. Merci, bonsoir, merci Guillaume pour l'invitation et bonsoir à tous et à toutes. En tout cas, nous avons tous, et tous nos spectateurs, j'en suis sûr, une ou des recettes qui nous marquent. Marcel Proust et ses madeleines, cette impression de réminiscence dont on parle souvent. Ces phénomènes émotionnels sont aujourd'hui plus rares à cause du contexte actuel. Mais j'ai envie de commencer notre dégustation auditive de ce soir par nos familles. Vos papas, vos mamans, vos grands-mères, ceux et celles qui nous éveillent au goût et à la surprise d'une bouchée ou d'un plat qui sort du four. Et est-ce que Noémie, on va peut-être commencer par vous, vous pouvez nous parler de votre rapport et de ce que vous avez fait de cette histoire dans le cadre d'un de vos projets? Bonsoir à tous, merci pour cette chouette présentation d'introduction. Du coup, moi, pendant le premier confinement, c'est vrai que j'avais une activité professionnelle qui tournait un peu au ralenti. Donc, je me suis remis en cuisine et j'avais du temps pour mener à bien des projets plus personnels.
Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai décidé de collecter auprès de ma famille des recettes, un peu dans une logique de passation pour ancrer mes souvenirs d'enfance. Donc ça allait du soufflé au fromage de ma mamie au traditionnel rose des sables de ma tante, en passant par le célèbre flan antillais de ma maman. Et donc j'ai dessiné toutes ces petites recettes, j'ai collecté les proportions et j'ai écrit aussi des petites notes d'introduction à ces recettes. Au final, chacune d'elles, au-delà des souvenirs gustatifs, marquait des souvenirs, des moments particuliers et c'est presque plus ça, je pense, auquel je suis attachée aujourd'hui et que j'avais envie de figer un peu. Et par exemple, les roses des sables, ça me rappelle Noël. Il n'y a pas un Noël où on mangeait pas des roses des sables dans ma famille. Le flanquier, c'était plutôt les anniversaires quand on était petits avec mes frères. Ou la maillot au curry, ça c'était pour les parties de pirades géantes dans ma famille en Bretagne. Donc au-delà d'un amour pour vraiment l'alimentation, j'ai un fort attachement et au papier. Et j'aimerais bien à terme essayer de l'éditer, ce petit projet. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose une collecte que je suis en train d'initier, mais j'aimerais bien l'enrichir au fur et à mesure avec, pourquoi pas, des nouveaux souvenirs, des nouvelles recettes. Donc voilà, j'en ai une petite dizaine pour le moment et j'ai profité du deuxième confinement d'ailleurs pour continuer à l'enrichir. Les bénéfices du confinement, en tout cas. Voilà. Très chouette projet, on espère qu'il verra le jour et il faudra nous tenir au courant pour ça. Mathéo, vous êtes aussi issu d'une famille de designers et pour le coup, on parlait un petit peu de la famille qui peut avoir, on va dire, des effets sur le métier que vous exercez aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes un cuisinier mexicain installé en Suisse. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre histoire? Ah, Mathéo, je ne sais pas si le micro est branché. Oui, pardon. C'est mieux. Allons. Je plains pour l'écho. Euh, En fait, oui, je suis fils de deux designers, mon père mexicain, ma mère italienne et mon frère qui s'est joint aussi dans la tribu des designers, qui a fait ses études en Hollande à la Rietveld Academy et après a fait son master au Polytechnique de Milan. Et donc moi, j'ai grandi dans cette ambiance de design, dans des livres d'art, dans les espaces. Surtout, mes parents, ils étudient toujours les espaces où ils vivent, les objets qu'ils ont, et aussi cette attache, comme tu vois dans la photo derrière, mon père, il est collectionniste de ciseaux. Donc, et il a aussi, par exemple, ils ont une collection de peignes pour les cheveux de tout type. Et c'est ce plaisir de trouver de la beauté, de la fonctionnalité, bien sûr de l'esthétisme dans des objets et des objets du quotidien. Et bien sûr que peut-être ça, comme c'est une formation de vie, peut-être c'est pas une profession que j'ai eu de designer, mais bien sûr que ça m'a aidé dans la façon où je vois, moi, mes assiettes, mes dressages, la façon de travailler, les bonnes habitudes. Et, et bien sûr que ça a quelque chose à voir, la sémiotique, comment j'interprète ce que je vois, ce que je pense, ce que je fais, être assertif dans les façons de faire. Et, et voilà, ça c'est un bagage c'est un héritage que j'ai de ma famille. En plus, la gastronomie, elle était toujours au sein de la famille. La passion pour la cuisine, c'est dû à mes parents qui tous les deux, c'est des bons vivants. Et moi et mon frère, on a grandi à la maison. Moi, j'ai appris à faire un risotto à la maison, les pâtes à la maison, les gâteaux. Tout était fait avec nos parents. Donc, cette passion pour la gastronomie et tout ce qu'il y a autour, voir par exemple dans des voyages, on était très fortunés de voyager beaucoup avec eux depuis petit, et cette passion pour les marchés,
le produit en lui-même, connaître des produits autour du monde, des épices, voir d'où ça vient, comment ils sont travaillés, peut-être au Maroc. C'est c'est vraiment un héritage. Et, et c'est difficile à pouvoir l'expliquer réellement comment je peux l'appliquer à la gastronomie. Bien sûr, il y a une grande étude et aussi pratique pour arriver à acquérir le savoir-faire de la cuisine en elle-même. Mais après, il y a aussi le talent de quelqu'un, de l'expression de quelqu'un qui, que même si tu as le savoir-faire de la cuisine, tu peux répéter 1000 fois des recettes. Ça, il n'y a pas de problème. Et tout le monde peut le faire s'il met un peu de pratique. Mais après, pouvoir s'exprimer et pouvoir représenter ce qu'on pense dans une assiette, c'est différent. Et ça, c'est la même chose pour les designers, pour les artistes, pour n'importe quel artisan, non? Celui qui travaille avec les mains, avec, bien sûr, avec la pensée et avec le cœur, non? Donc, voilà, ça, c'est un peu mon parcours depuis tout petit. Et moi, mon père, il travaille sur la typographie, il est graphiste. Donc, il y a toute cette vision sur l'empâchement, sur les lettres, sur les images, les lettres, euh, qui est magnifique. Moi, j'ouvre un livre de mon père et je sais tout de suite que c'est un livre à mon père car je sais comment il utilise les lignes, les paragraphes, comment il pose les images, comment il laisse de l'espace. Des fois, il utilise ça dépend le concept du livre. Il va jouer avec tout son savoir-faire sur les structures d'une page. Et ça, cette structure-là, je l'ai très présente depuis petit. Donc ça, c'est une structure que inconsciemment ou consciemment, j'utilise pour mes assiettes, pour la création d'une nouvelle idée. Et c'est ça qui est beau. Il faut pas vraiment être un designer de profession si on veut appliquer le design dans la gastronomie, par exemple, dans ce cas. Ok. En tout cas, beau parallèle entre le traitement graphique, la typographie et peut-être le dressage aussi du coup des plats que vous faites. Puis on espère que l'héritage aussi il va continuer pour vos enfants. On a vu des belles bagarres de catch lors de notre préparation du coup de conférences. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, un public auquel s'adressent Léa et Aude dans leurs expériences, puisqu'en tout cas, l'expérience, c'est quelque chose d'important dans le design. Et on va la retrouver dans l'approche de Mathéo, on va la retrouver bien évidemment aussi dans l'histoire de Noémie. On a aussi deux adeptes ce soir de l'expérience culinaire, Léa et Aude, qui, je vous cite, être créatrices d'expériences culinaires uniques pour événements heureux. Bref, comment vous êtes arrivé du coup à tout ça, cette création de Meet Studio? Je commence, Aude, Bien sûr, on se vas-y. recoupe. Alors, du coup, moi, j'ai une formation de designer, comme tu le disais au début. Et avec Aude, on s'est rencontrés voilà, il y a quelques années. Elle avait un profil différent du mien. Voilà, elle a fait l'EM Lyon avec une formation plus dans le commercial, la gestion, mais avec aussi une vraie sensibilité au design. Voilà, et on s'est, enfin voilà, moi j'avais commencé un petit peu avant, et puis Aude m'a rejoint pour que les choses prennent une plus grande ampleur, on va dire. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Meet Studio? Meet Studio, en fait, on se définit comme un studio de design culinaire, mais on est surtout une sorte de traiteur un peu alternatif, on va dire. On propose donc des expériences culinaires hyper créatives qui sont souvent très visuelles. Parfois surprenantes et bien évidemment très gourmandes. Et pour ça, eh ben, on a tout un panel, en fait. On a dessiné au fur et à mesure du temps du mobilier qui est démontable, transportable facilement et qu'on transporte sur les événements de nos clients, qui sont des événements plutôt professionnels, même si on a commencé à faire des événements pour les particuliers, mais enfin voilà, ça n'a pas encore pris
Voilà, on s'adresse plus voilà aux événements de marque, événements d'entreprise, voilà tout un tas de panels d'événements. Et puis je te laisse prendre la suite, Aude, sur peut-être concrètement le fonctionnement des expériences. Ouais, bien sûr. Exemples, tout à fait. Ouais, avec plaisir. Bah alors l'idée c'est effectivement de toujours en fait répondre à un propos qui va être soit sur une thématique ou soit par rapport à ce que l'entreprise en fait veut mettre en avant. Et nous l'idée c'est vraiment de créer une histoire un petit peu et d'être un peu un outil de communication pour la marque mais à travers le culinaire. Donc il y a un petit côté, alors là par exemple on voit la chamallow party. Donc là l'idée c'est aussi de s'inspirer de ce qu'on voit autour de nous, de gestuels, à savoir là c'est un peu comme quand on se retrouve autour du feu à faire griller des chamallows l'été sur la plage. Et bien là on a voulu reprendre ça un peu, le côté très chaleureux où on fait griller des petites brochettes de chamallows qu'on a appelé la chamallow party. Donc voilà, c'est assez régressif aussi ce qu'on propose. Et quand on dit jouer avec la nourriture, retomber en enfance, c'est aussi un petit peu ça qu'on cherche à faire et voilà un petit peu. Et puis alors là, vous avez une autre expérience qui s'appelle Pressez-vous. Et là, on s'est inspiré. Pardon, comment? C'est super. Merci. C'est donc l'expérience Pressez-vous. Donc là, on s'est inspiré de la gestuelle qu'on retrouve un peu à la maison quand on n'a pas de presse agrumes, où on vient prendre sa petite fourchette et on vient, presser son petit citron, se faire sa petite citronnade. Et donc là, on s'est dit, pourquoi pas proposer aux gens en mettant en fait des petites fourchettes pliées sur un mur, on invite les gens à faire soi-même sa petite citronnade. Donc voilà, c'est aussi le fait de personnaliser, de faire soi-même qui invite les gens à l'expérience et c'est ça qu'on aime, c'est qu'on fait participer tout le monde. Je te laisse peut-être continuer là. Ouais, et puis celui-ci, je montre juste ce dernier exemple-là où du coup, pour que ce soit assez parlant, donc là, il s'agissait d'un événement pour une marque de pâtes. On nous avait demandé d'imaginer des expériences culinaires. Donc, c'est un événement blogueur, donc ils reçoivent des journalistes, des blogueurs pour faire parler de la marque, etc., pour que les gens prennent des photos, que ça fasse vraiment une forme de communication, indirecte. Et du coup, on avait imaginé cette installation. Donc, en fait, ce que vous voyez suspendu, ce sont en fait des feuilles de lasagne qu'on a fait sécher au four avec un petit peu d'huile, un petit peu d'aromates, etc., et qu'on a perforé pour que ça forme vraiment une palette. Et donc, on l'a appelé le lasagne painting, cette expérience, puisque l'idée, c'est que chaque convive va pouvoir agrémenter sa petite palette culinaire en fonction de ce qu'il a envie de faire. Donc, il y a vraiment cette notion, comme disait Aude, de jouer avec la nourriture. Mais en fait, jouer avec la nourriture, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet vraiment d'en prendre conscience, en fait. Plus que, vous voyez, les gens, ils vont passer du temps à faire leurs petites choses, etc. Et puis ils vont la déguster ensuite. Donc la dégustation sera pas, l'effet de la dégustation sera pas le même que sur un événement traiteur classique. On ne sait pas trop ce qu'on mange, etc. Et là, ce que vous voyez, c'est le tartinomètre. Alors ça, c'est une expérience qui est assez rigolote, très régressive. Donc, on travaille avec un boulanger. Donc oui, parce que ce qui est important, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, on produit pas en interne. On fait pas la production culinaire en interne. Donc, on collabore avec des artisans, avec des cuisiniers, avec d'autres traiteurs, etc. pour tout ce qui est vraiment la partie culinaire. Et ici, donc, on fait faire des baguettes de pain de 1 mètre de long qu'on pose sur notre structure et donc qui est graduée. Et donc, on a toujours alors ça dépend. Alors maintenant, avec le Covid, on a un peu, on fait pas vraiment d'événements en ce moment, mais on a réadapté un peu le principe. À la base, les gens pouvaient le faire eux-mêmes. Maintenant, on le fait avec un animateur derrière. Voilà, on va dire que le Covid n'existe pas. et du coup, on demande aux convives, alors donc du coup, quelle longueur de tartine vous souhaitez, et puis on fait les petits ingrédients. Mais du coup, ça crée vraiment un côté très ludique parce que les gens, regardent la taille ce qu'a demandé le voisin, etc. Donc souvent, les liens se créent aussi à ce moment-là. Et l'idée, nous, de nos expériences, c'est vraiment ça, c'est d'être un vrai vecteur de convivialité. Et ça, on le voit vraiment sur les événements. Et c'est amené par ce côté très participatif, donc qui est un peu mis à mal, effectivement, en ce moment. Mais vas-y, pardon. Non, pardon, vas-y, je t'en prie. Vas-y.
Non, mais voilà, et c'est vrai que ce que disait Léa, c'est assez vecteur de rencontre et c'est aussi ce qu'on recherche beaucoup sur nos événements, c'est de faire en sorte que comment faire aussi que les gens se parlent. Parfois sur des événements, voilà, on prend sa petite bouchée puis on n'ose Mm. pas se servir et enfin, on n'ose pas discuter entre eux avec les gens. Et là, voilà, Ouais, c'était un petit complètement. peu ça. Donc là, on passe pas mal il y a pas mal de choses que vous voyez, mais par exemple, ça, c'était aussi la Flying Spoon qui est un peu notre marque de Mm. fabrique dans le sens où là, l'idée, c'est en fait de faire des petites cuillères comestibles. Et l'idée, c'était, en fait, on l'a créé à la base pour une inauguration. Donc, on a voulu reprendre la La gestuelle gestuelle de inaugurale, couper le ouais. ruban. Mm. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de personnaliser les petites cuillères avec soit le nom de l'entreprise ou voilà, ou un petit message personnalisé. Et puis après, on prend sa petite cuillère et puis on mange en fait sa verrine. Et donc, il y a un côté aussi assez écologique dans le sens où on est sur un contenant comestible et voilà. Mm. En tout cas, en point parfait sur l'écologie. Et effectivement, je pense que nos spectateurs sont, à mon avis, ont bien l'eau à la bouche. Et puis, on va continuer puisque l'exploration va nous amener aussi à découvrir d'autres plats, d'autres choses. Mais je vais poser une question un peu facile à Noémie. Ou à l'heure du tout numérique, enfin, vous avez créé avec une belle bande d'artistes et de créateurs, de designers, un magazine papier qui s'appelle ILO. Alors, comment, pourquoi, pour qui? Oui, du coup, pour commencer par un petit retour en arrière, il y a 2 ans, je travaillais à Paris en tant qu'indépendante, des structures d'économie sociale et solidaire notamment, mais j'avais un petit peu assez du béton. Du coup, j'ai fait mon sac pour voyager pendant 3 mois du côté du Costa Rica, de la Polynésie et de l'Australie. J'y reviendrai peut-être, mais le but, c'était vraiment de m'inspirer de l'ailleurs et de me confronter à un nouveau paysage. Et en fait, à mon cours de voyage, j'ai réalisé à quel point nourriture, ça tenait une place vraiment importante enfin une place centrale dans mon voyage. Et du coup, j'ai eu conscience que c'était un projet qui me passionnait vraiment. J'avais envie d'en faire un projet professionnel. Et, euh, et surtout, je me suis dit, mais pourquoi je suis allée si loin? Juste à côté de chez moi, il y a des choses fantastiques à découvrir, et notamment comestibles. Donc, de manière assez évidente, finalement, j'ai créé ce magazine, ILO. Aujourd'hui, c'est une revue semestrielle qui célèbre les territoires comestibles français, qui parle d'agriculture durable et d'alimentation responsable. Donc, c'est un magazine papier indépendant qui est tiré à 1500 exemplaires et donc a aujourd'hui 1 an d'existence. J'aime bien dire qu'il est à la croisée et de l'écologie. Et donc moi, je m'occupe de tout ce qui est direction artistique, rédaction en chef et même la distribution parce que c'est moi qui mets tous les petits magazines dans les enveloppes et qui vais à la poste les envoyer aux futurs lecteurs. Et ensuite, je travaille pour chaque numéro avec une vingtaine de contributeurs. Ça va être des auteurs, des journalistes, des photographes et des illustrateurs. Et donc, à chaque fois, c'est pas mal d'échanges pour essayer de construire le numéro ensemble. Il se compose de 4 rubriques, le champ, le marché, la cuisine et la table. Et le but, en fait, c'est vraiment de recréer un cercle vertueux de la graine à l'assiette avec des portraits de maraîchers, de restaurateurs, de cuisiniers ou de personnes simplement passionnées de nourriture. Et donc, on va à la fois parler de ceux qui cultivent, partagent, transmettent. Et par la même occasion, on va mettre en lumière en fait des terroirs, des territoires et des savoir-faire. Donc chaque numéro en fait est organisé autour d'une thématique. La première thématique c'était îlot sauvage, donc on a exploré cette notion de sauvage. Ce premier numéro il est sorti d'une campagne de financement participatif en mars dernier. Et on y a parlé de pique-nique improvisé, de green guérilla, de cueillette de plantes sauvages, d'ortie. Donc voilà, des sujets très 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 variés. Il y avait aussi l'herboristerie, on parlait de cueillette de plantes sauvages, de vins vivants. Donc voilà, le but c'est de nourrir le lecteur et d'attirer sa curiosité sur des choses auxquelles il n'aurait pas
forcément penser, le surprendre et lui permettre de mettre le pied aussi à l'étrier à travers notamment des recettes que vous voyez là. Et le second numéro, qui est sorti il y a à peine un mois, qui l'a traité de l'exotisme. L'enjeu, il était un petit peu différent parce que c'est vrai que l'exotisme, c'est une notion peut être parfois un peu controversée. Là, l'idée, c'était comment parler d'un exotisme qui ne détruise ni la planète ni les hommes. Donc, on s'est plutôt tourné vers un exotisme local. On s'est intéressé aux plantes médiévales oubliées, aux algues, aux spécialités régionales françaises qui peuvent avoir des noms en fait problématique si on n'est pas familier à cette région. Donc, je pense à la piperade au Pays Basque, il y a le kouign-amann en Bretagne ou encore la turgoule en Normandie. Donc, c'est des recettes héritées de patois et c'est vrai qu'en fait, ça peut être un voyage à lui seul que de cuisiner ce plat pour quelqu'un qui vient d'un autre coin de la France. Et donc voilà, 2 numéros à son actif. Et là, je commence à bosser sur le troisième qui sortira en début d'année prochaine. Donc je constitue les équipes et voilà, je suis pressée de me lancer dans cette nouvelle année pour développer ces 2 futurs numéros. Et pour ma part, je suis très pressé de lire le numéro 3, puisque je suis un fervent lecteur du coup déjà des 2 premiers numéros, avec un bel article aussi sur les cuistots migrateurs, me semble-t-il, dans le numéro 2, et qui est assez chouette. En tout cas, bravo Noémie pour ce chouette projet. On va revenir à Mathéo avec le design du coup dans une création un peu particulière qui va aussi nous faire voyager. Mathéo. Oui, bon, oui, bien sûr. Avec ce kouign-amann, moi j'adore le kouign-amann quand tu en parlais là. C'est un de mes trucs préférés de la gastronomie française, j'adore ça. C'est léger en plus. Quand j'étais en Bretagne, à chaque coupure entre services, j'allais au boulanger de Cancale et je mangeais 2 kouign-amann. C'est délicieux. J'adore. Et là, je voudrais vous présenter un peu un plat qui a été créé par rapport à une recette préhispanique qui est très fameux maintenant en Europe, qui s'appelle le chocolat. Et le chocolat vient du nom chocolatl, qui signifie choco, cacao, et latl, boisson. C'est une boisson qui était offerte aux guerriers aztèques. C'est une boisson amère, épicée, c'était pas sucré. Et c'était les nobles qui pouvaient avoir ce type de boisson. Et en reconstruisant un peu, en faisant une reconstruction d'où cette recette venait, et en voulant diriger cette recette sur une présentation plus contemporaine, j'étais déjà mis un peu dedans les moules de silicone, comment travailler avec des différentes techniques de différentes gélatines. Et on a créé un dessert mignardise qui est un trompe-l'œil à la fois, comme vous voyez dans l'image. C'est un piment complètement reconstitué de ganache de chocolat pimenté avec différents piments toastés et recouverte d'une gélatine de poivron rouge un peu sucré, un peu acidulé avec du vinaigre de Xérès. Et donc, pour ça, on a eu l'idée de créer ce moule en silicone avec un silicone spécial pour l'alimentaire. Et on est allé sur une base de ganache avec un peu plus de gélatine pour que ça tienne à température ambiante. Donc, il y a plein de tests pour arriver à la fin de ce dessert, mais il y a une congélation. Après la congélation, on met la forme du piment trempé dans cette gélatine pour pouvoir arriver à vraiment, ça c'est la ganache qui a déjà pris au congélateur, donc il y a déjà la forme et qui est plus facile au contact avec ce caragénate. C'est une algue, c'est une gélatine dérivée d'algues rouges
qui tient, qui colle, qui refroidit immédiatement au contact de cette ganache froide. Donc, il y a une pellicule très très fine qui s'attache à cette ganache. Et après, il y a juste à enfoncer un petit peu le bâtonnet séché du piment. Ça, c'est du piment serranos. C'est un piment très populaire au Mexique, qui est dans tous les marchés. Et là, il est à côté de quelques-uns verts qui sont des vrais. Ah, c'est bluffant. On a un trompe-l'œil complet qui, si dans un menu dégustation, on posait ça dans la fin de notre menu dégustation au Mexique, dans le restaurant que j'ai ouvert là-bas, et c'était une grande fermeture, on va dire, de repas, car il y a toujours cette surprise, ce côté ludique, ce côté aussi de l'histoire. Donc il y a un contexte dans cette bouchée. Tu es en train de boire une offrande au Dieu, tu es en train de manger une association de produits, on va dire, ancestrales. Et pour moi, c'est très important, le thème des traditions. Ça, c'est une des choses que j'ai appris à l'Institut Paul Bocuse en France, c'est le respect des traditions. Et ça, j'ai pu le réinterpréter et appliquer au Mexique avec les produits du Mexique, avec les traditions du Mexique. Et pour en venir à une chose qui est très importante, c'est au début, j'y croyais pas car j'ai voulu des fois être, je suis peut-être encore trop rebelle sur certaines choses, qu'il faut connaître très bien les bases et la tradition pour en créer quelque chose de nouveau. Et donc, les créations, et peut-être des fois, il faut pas, peut-être il y a des créations où on n'est pas en train de réviser des bases ou des traditions et on arrive à quelque chose de très bien, mais presque, je vais dire, le 99% des occasions d'une création, de vouloir créer quelque chose de nouveau, il y a des bases derrière, il y a des connaissances, il y a de la tradition ou savoir-faire sur quelque chose pour arriver à quelque chose de nouveau ou à explorer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important quand je pense à quelque chose de nouveau. Je me base et je revois mes bases pour pouvoir en sortir quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien aussi dire que la créativité sur la cuisine, c'est du ping-pong. C'est jamais tout seul. C'est jamais tout seul. C'est avec une équipe, c'est avec les producteurs, c'est avec les artisans, c'est avec la lecture, donc l'inspiration avec les choses qui sont déjà passées avant. Et la créativité, pour moi, il fonctionne comme ça. Qu'elle naisse comme ça aussi facilement, juste je me réveille et je dis aujourd'hui je vais faire ça et ça sort du coup, c'est très difficile. C'est très difficile que ça arrive comme ça. Et bon, ça c'est un plat qui a eu beaucoup de succès au Mexique et qui est très intéressant pour le contexte aussi. Donc voilà, les faux piments au chocolat. En tout cas, on attend les livraisons à Lille, Mathéo, hein, pour ça. Et c'est vrai que le processus créatif qui est assez incroyable puisqu'il part autant dans une réflexion historique aussi par rapport à ça, mais aussi à la conception de moules, de silicone, etc. Mais on pourrait aussi se poser la question dans la conception et dans la création d'un magazine, dans la création de mobilier. Noémie, pourquoi le choix du papier? Comment est-ce que vous avez mené votre réflexion créative du coup dans ILO? Ouais, j'avais vraiment aussi avec ILO à cœur de créer une expérience qui soit globale, parce que pour moi, lire un ouvrage imprimé, c'est vraiment une expérience multisensorielle. Toucher le papier, tourner les pages, c'est se laisser porter par la maquette, donc par les mots, les couleurs, les photos. Donc ça passe aussi bien par le design que par la maquette graphique ou le choix du papier. Donc par exemple, moi je suis basée à Nantes, j'ai le magasin en France avec un imprimeur de la région à qui j'ai rendu visite et ensemble on a choisi un papier qui correspondait aux valeurs que je portais. Donc là en l'occurrence un papier 100% recyclé et celui-ci va vraiment en fait apporter une valeur ajoutée au design, il va donner de la profondeur aux photos, de la texture.
Donc, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant au début, parce que moi, en amont, je vais travailler 2 mois à fond sur la maquette. Donc, je vais voir apparaître les photos seulement sur mon écran. Donc, elles vont avoir un rendu très brillant. Donc, une fois que je vais les imprimer sur ce papier recyclé, ça peut avoir un côté un peu décontenançant parce que je vais découvrir la version imprimée. Les photos vont être comment dire, ouais, moins brillante, un peu plus sombre. Mais c'est justement ça que je trouve intéressant, se laisser surprendre par le magazine qu'on pensait connaître. Et tout d'un seul coup, ça bouscule un peu, ça crée un nouveau paysage. Et donc là, c'est tout l'aspect papier, mais j'ai également porté une grande attention à la typographie. Pour Hilo, j'ai bossé avec un typographe qui s'appelle Lucas Lebihan, qui a créé une typographie spécialement sur mesure pour le magazine. On l'a imaginé ensemble et on l'a voulu vraiment très, très organique, un peu imparfaite dans ses courbes, tout en relief, pour vraiment en fait faire écho au contenu du mag. Et je peux presque dire qu'à elle seule, elle suggère un paysage, des vallons, des montagnes. Et, euh, et du coup, c'est tous ces éléments qui pensés en amont, permettent de démultiplier en fait le contenu. C'est vraiment la forme, la manière dont on présente les mots qui permet de donner de la puissance au fond, quoi. Et c'est là vraiment l'objectif d'Hilo, d'interpeller le lecteur pour lui donner envie de reprendre du contrôle sur son assiette. Et ça passe par du coup, ce lecture, ce papier, toute cette découverte, ce voyage en fait qui se fait par le fait de tourner les pages du magazine. C'est canon. Alors je crois qu'il y a l'animateur qui a quitté le navire. Que faire? Qui prend le relais? Mince. En tout cas, c'est super, c'est canon la typo, l'histoire de la typo et tout, c'est vraiment trop tout a chouette. du sens. Mm. Ah, il revient parmi nous. Tu dis, Noémie? Ouais, vous avez peut-être pas l'occasion de l'avoir entre le magazine. C'est vrai que les points de vente pour le moment c'est assez parisien, mais j'espère que très bientôt il y aura d'autres lieux de distribution. Et puis je pense qu'à Lyon, il y aura le public pour, enfin même dans d'autres villes, je pense que. Ouais. Et il se livre très très bien. Donc je suis parti quelques instants, du coup, les aléas du direct. Et je pense qu'à Lille aussi, tout à fait, Charlotte, je pense qu'il se vendra très bien. J'ai quelques boutiques en tête pour ça. Le processus de création, du coup, pour Meet Studio, comment ça se passe pour vous? Alors, pour nous, Alors, il faut savoir que chez Meet Studio, jusqu'à maintenant, donc on est 3, voire 4 quand on a un stagiaire souvent qui est là de manière en longue durée, etc. Bon, là, ça a un peu tout été chamboulé puisque vu que l'événementiel ne se porte pas très bien, notre salariée Zoé, alors je ne sais pas si elle nous écoute, mais on lui fait un petit coucou et elle est en activité partielle du coup. Mais du coup, comment ça se passe? C'est souvent quand on a la demande d'un client. Ce qu'on fait généralement, c'est de manière assez concrète, on fait une petite réunion équipe, quoi. Et puis chacun va, on va discuter ensemble sur le brief, etc. Chacun va donner ses idées. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre un peu le lead entre guillemets sur le projet. Si c'est un projet qui est vraiment qui nécessite beaucoup de création, notamment de passer par le dessin, parce que du coup, quand on a des expériences dont on n'a pas encore les visuels parce qu'elles sont nouvelles et donc il n'y a pas encore de photos, il faut forcément qu'on passe par le dessin pour expliquer concrètement à notre client à quoi va ressembler cette expérience. Il faut que le client puisse se projeter au maximum. Donc dans ce cas-là, c'est moi ou Zoé plutôt qui allons prendre le dessus allons plus gérer le projet et puis vraiment cette partie un peu graphique, hein, mais vous voyez, c'est des dessins qui sont pas très compliqués, hein, c'est juste pour vraiment
expliquer le contenu aux clients. Et puis, après, Aude, je te laisse prendre la suite sur la gestion d'un événement. Bah, après, pour compléter aussi un petit peu ce que tu as dit, c'est vrai que donc il y a cette partie où dès qu'on a un brief, on va imaginer des expériences. Et puis il y a une partie aussi où nous, on s'attelle un peu parfois à se poser sur des ingrédients qu'on aime bien. Et à faire en fait à passer en phase créative, mais c'est-à-dire que je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Mathéo, que tout le monde peut être un peu designer culinaire, et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que on est on se dit bon, ok, quel aliment on aime bien, et puis on se dit ok, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en scène. Alors c'est comme ça qu'on a par exemple travaillé sur des huiles, sur du miel. Voilà, on va prendre des produits bruts qu'on aime bien, et puis on va imaginer des choses. Donc ça, c'est assez sympa. Et c'est des séances de créativité qui nous font plonger dans des veilles à tous les niveaux. Et puis en fait, une fois qu'on a imaginé le concept, c'est vrai que on va aussi parfois collaborer avec un menuisier qui va créer, donc là qui est aussi sur la région lyonnaise, et qui va créer en fait toute notre structure et notre mobilier, et qui va nous aider aussi à penser à la partie mobile et démontable. Qui est très importante pour nous, parce que on travaille un peu partout en France, et donc ça pour nous c'est très important. Du coup, j'ai pas parlé du tout de la partie non, du coup, sur l'événement, mais voilà, c'est plus cette partie en tout cas création de mobilier qui est très importante. Et puis après, si tu veux, Léa, enchaîner sur la partie non, mais du coup, après, on en a déjà un peu parlé, mais il y a vraiment ce relationnel avec nos collaborateurs, qu'on appelle nos collaborateurs, donc qui peuvent être soit des cuisiniers, mais aussi on travaille avec une entreprise, par exemple les biscuits que vous avez vu tout à l'heure, les cuillères, c'est une entreprise à Lyon qui s'appelle Fabulous Biscuits, qui font, c'est des filles qui font que des biscuits. On travaille avec un magasin, qui est spécialisé dans les guimauves et qui sont super bonnes. Enfin voilà, on va chercher à chaque fois les bons prestataires, et qui sont souvent qui sont forcément en France, et qui sont reconnus on bosse avec un chocolatier, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis après, nous, dans notre métier, il y a quand même toute une partie qui est liée à l'événementiel. Donc c'est beaucoup de logistique, beaucoup de manutention, et puis il y a toute cette partie animation. Donc nous, on fait pas tout toute seule, hein. On a des équipes qui sont là sur les événements pour animer, etc. Mais on gère vraiment toute la prestation de A à Z. Voilà. Et donc là, ce que vous voyez en image, c'était sur le festival Rock en scène. Il y a 2 ans, pour les Mirabelles de Lorraine, donc qui souhaitaient une animation assez visuelle autour des Mirabelles, pour que les gens viennent déguster des Mirabelles. Et donc on avait imaginé un mur sur lequel étaient plantés des pics avec des petites cocottes en papier et un cœur de Mirabelle. Et donc les gens pouvaient venir cueillir leurs fleurs de Mirabelle, déplier le petit papier, il y avait une recette à l'intérieur. Voilà. Donc il y a un côté toujours assez visuel qui attire le regard, on espère, et puis un côté assez ludique aussi. Vous avez rêvé origami pendant quelques jours, j'imagine. Et donc là on était une petite dizaine à faire des origamis. On y a passé pas mal de temps, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a, dans notre métier, il y a tout est très différent. Voilà. En tout cas, ça semble faire l'unanimité dans notre public. Et puis, la semaine dernière, on a abordé la question du territoire, et vous en parlez tous en fait du territoire. Et alors, question un peu peut-être facile, je vais peut-être m'adresser à Léa. Est-ce que la cuisine, c'est un langage universel ? Oui, mais complètement. Bien sûr, ça réunit tout le monde. Disons que qu'on soit, on a dans le monde entier, il y a tout un tas de types de cuisine, mais disons que c'est vraiment ce qui va tout de suite faire rassembler les gens.
Et nous, c'est vraiment ce qu'on utilise comme vecteur au sein de Meet Studio. Là, bon, là je parle voilà, plutôt de Meet. Disons que sur un événement, généralement, l'événement aura beau être super avec, je sais pas, des conférences, des super intervenants, etc. On sait très bien que ce que les gens vont retenir, c'est souvent est-ce que le buffet a été bon le midi ou ce genre de truc, quoi. Donc, c'est vraiment un moment qui est très important et on parle de la gastronomie française, mais je pense que clairement, il n'y a pas. Je pense que c'est vraiment mondial. Voilà, donc je pense que les autres pourront en parler aussi. Aude, j'imagine qu'à chaque fois qu'on prépare un événement pour Meet, on se pose toujours une question, c'est qu'est-ce qu'on va manger, non? Oui, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on va manger et puis surtout on essaye d'être le plus cohérent possible avec les besoins en face, enfin voilà, et de dire comment est-ce qu'on va créer la surprise avec ce qu'on mange. Et puis par rapport à ce vecteur un peu universel, je dirais, enfin voilà, on raconte aussi une histoire. On a souvent des gens qui viennent nous voir et disent enfin, ce côté un peu Madeleine de Proust aussi, où ils disent ah mais ça fait super longtemps que j'avais pas mangé ça, ou on retrouve les petits chamallows par exemple et ils nous disent oh là là mais c'est génial, on travaille beaucoup avec voilà du popcorn, des choses très régressives et on aime bien déclencher ce côté Madeleine de Proust chez les gens et on se dit ok à chaque fois comment est-ce qu'on va réussir à déclencher ce petit côté. Ça, on aime bien. Parce qu'il faut imaginer quand même qu'on fait des événements très variés. On a à la fois des événements grand public, mais aussi des événements, ce qu'on appelle plus de l'incentive. Ça va être des événements avec un public. Enfin, faut imaginer, je sais pas, des parfois très masculins en costard cravate, etc. Et l'idée, c'est que le client souvent a choisi Meet Studio parce qu'il veut justement un peu chambouler les codes. Casser les codes. Et puis voilà. Et rendre effectivement ce moment très convivial. Et souvent ça marche. Enfin, moi, il y a jamais personne sur un événement qui nous a dit oh là là. Voilà, même si la personne ne veut pas forcément jouer le jeu, parce qu'il y a toujours ce côté participatif, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, nous on fait sur un événement Meet, il y a à la fois des expériences et puis il y a des choses qui sont présentées de façon un peu plus classique. Donc comme ça, tout le monde est content, quoi. Voilà. Noémie, pour vous, la cuisine, langage universel? J'imagine que la réponse va être oui, sans appel. Je ne peux qu'approuver. Mais je peux aussi peut-être de mon côté faire le parallèle avec ce que j'ai vécu en voyage. Parce que c'est vrai que quand j'étais du côté de l'Océanie, j'ai vraiment découvert à quel point, je pense, la nourriture était une sorte de socle qui permet de comprendre le paysage et les gens qui gravitent autour. Donc, durant mon périple, en fait, la cuisine, c'était vraiment un moyen de faire connaissance, de nous imiter en fait dans l'intimité des gens rencontrés, parce qu'en fait, on était souvent hébergés gratuitement. Donc, en fait, pour remercier nos autres, ce qu'on avait à notre disposition, c'était nos petites mains pour leur préparer des petits festins. Donc, ce qu'on faisait, on allait au marché pour chercher des super produits. Donc là, on rencontrait les gens, on posait des questions, on demandait des conseils, comment cuisiner telle ou telle chose. Et ensuite, on revenait chez les familles qui nous hébergeaient. Et là, on passait derrière les fourneaux. Et c'était toujours assez incroyable en fait de découvrir que ce soit derrière les fourneaux ou même ensuite à table, tout de suite, toutes les barrières tombaient. Parce que en fait, quand il s'agit de manger, on parle presque tous soudain la même langue. Et le projet là que vous voyez en arrière-plan, en fait, c'est la petite collection de recettes de voyage que j'ai imaginées à la suite de ce périple. Donc les steaks rouges pour le petit souvenir, c'est un repas qu'on a réalisé au bord de la route sur des barbecues qui étaient en libre service pour les voyageurs. On avait improvisé des petits steaks à partir du peu de matériel qu'on avait à notre disposition. Donc c'était un peu ça de la cuisine de voyageurs faite avec pas de choses, une cuisine de la débrouille. Mathéo, pour vous? Oui, langage universel, oui, bien sûr. Et je pense que c'est aussi
surtout la gastronomie, la cuisine, le but primordial, c'est d'être de survie. Donc, on doit manger pour survivre. Mais après, l'être humain, il a été capable, dans toute l'évolution qu'on a, d'arriver à faire de notre nourriture un plaisir, et pas seulement un plaisir, mais sinon toute une expérience autour de la cuisine et la gastronomie. Et je pense que les chefs, les designers et tous ceux qui sont ici présents, je pense qu'on aime tous créer pas seulement une recette, mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire avec qui je vais faire la recette, où je vais aller chercher mes produits, est-ce qu'on fait ça avant, est-ce qu'on fait ça après, comment on va manger ça, pourquoi aujourd'hui je commence pas par le dessert et je finis par l'entrée. Je pense que c'est plus qu'un langage, ça va plus loin. Là, je continue à me creuser la tête par rapport à ce que la gastronomie, la cuisine, c'est un art. Et moi, je suis tombé je pense, dans la définition que ça va au-delà d'un art, car c'est multisensoriel, c'est une des seules arts, pour moi, si je l'appelle un art, qui met ensemble tous nos sens, et, euh, et qui arrive à se mettre très profond dans notre mémoire. Il y a toute cette partie quand on parle du souvenir de manger quelque chose de sa grand-mère et vouloir le répliquer et pas le pouvoir le refaire. Oui, ça c'est une recette qui faisait mal, c'est la même recette, moi je la fais et c'est pas la même chose. Pourquoi? Car cette recette que je mangeais quand j'étais petit, c'était un moment spécial avec ma grand-mère que j'ai fait avec elle, que j'ai mangé avec elle. Mais le moment était si spécial que le goût du moment, pas seulement de la recette, est, est resté dans ma mémoire. Donc il y a cette partie magique de ça aussi qui doit être, je pense, aussi expliquée. Et c'est là le détail de nous designers ou chefs, de la création de ces expériences qui soient si spéciales pour nous faire pas seulement euh, pas seulement faire goûter une saveur, mais nous faire goûter une expérience. Et là, et ça, ça peut être quand je lis une recette, quand je lis un article, quand je goûte quelque chose, quand je suis en train d'essayer de tourner quelque chose pour me faire à manger, voir le résultat après. Et, et oui, bien sûr que c'est un langage universel et c'est magnifique ce qu'on peut arriver à exprimer et à vivre avec la gastronomie. On parlait du taco aussi il y a quelques jours, Mathéo, avec l'histoire un peu millénaire par rapport à ça, en parlant un petit peu de, de cette Oui, histoire. Qu'est-ce que c'est un simple taco, quoi? oui, bien sûr. Bah, la gastronomie mexicaine, le patrimoine intangible de l'humanité par l'UNESCO, par l'utilisation des produits depuis plus de 20 000 ans, plus ou moins. Ça a le même patrimoine un peu près que la Chine. Donc, c'est la preuve que le maïs, l'haricot, le piment, la courge, les courgettes ont été et ils continuent à être utilisés de la même manière. Donc, y a aussi ce poids culturel qu'on charge, qu'on crée quelque chose et les tacos, on les mange dans la rue au Mexique. C'est pas, tu dois pas aller manger une recette millénaire dans un 3 étoiles Michelin. Tu le manges dans la rue en 2 minutes. Donc c'est c'est aussi quand je pense à quelque chose que je veux faire, je pense aussi à tout ce bagage qu'il y a derrière une recette
Et c'est ça qui est joli aussi, le fait d'avoir des traditions dans notre histoire, que ce soit en France aussi, en Italie, en Mexique, n'importe où dans le monde, et qu'on puisse encore les retrouver et les continuer à travailler. Ça donne encore plus de contexte quand on crée quelque chose. Et ça oblige à beaucoup d'humilité, quoi. Et je sais que dans le travail aussi porté, il y a un travail très étroit avec des artisans, avec des projets par exemple avec de la poterie. On parlera aussi des projets de mini studio, mais quelques mots peut-être sur ça, sur ces projets portés dans la création aussi d'objets Oui, pour. oui, j'ai toujours adoré de créer mes propres plats, les supports avec lesquels je travaillais dans les restaurants. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec Moon Lab au Mexique. Euh, on a travaillé ensemble l'idée pour développer. Euh, Ça, c'était le premier tout plan qu'on a fait. Et après, ça a parti. Il y avait un moment où j'avais pas, je savais plus où on était, car on est parti dans quelque chose de très ambitieux, dans une forme de molcajete, que c'est une pierre volcanique c'est comme un mortier, mais qui est utilisable de plusieurs façons, thermique, pour fumer de la nourriture. C'était un plat qui, au tout début, était pensé pour quelque chose à emporter. Donc là, maintenant que je repense, ça, c'était il y a 4 ans de ce projet. Maintenant que j'y pense, qu'on est dans le thème confinement, tout à emporter, bah, c'est un outil. C'est un outil. Qu'est-ce qu'on va commencer à... Bon, je sais pas si on est déjà tard pour ça, si après on va vraiment revenir à une normalité. Mais quelque chose qui est vrai, c'est que les designers et les restaurants et les chefs ont dû se renouveler, se réinventer pendant ces confinements pour continuer au moins à survivre. Et ça aurait pu être, dans le cas où je continuais dans un restaurant, et à être un projet intéressant à suivre. Euh, et à la fin, ce qui est très intéressant, c'est de travailler avec des artisans euh, qui ont, euh, qui voient le, 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 le challenge, non, de pousser les idées au plus possible euh, pour, euh, pour, euh, pour arriver à réaliser les idées. Ça, c'était un autre plat qui était pour avoir aussi un plat chaud et froid dans le cas où on fait des banquets et on n'a pas le système pour chauffer les assiettes ou les refroidir. Comment faire? Donc avec de l'eau chaude, non? Ou de l'eau dedans et congeler l'assiette pour les avoir froides pendant quelques heures. Donc c'est des projets qui m'ont toujours motivé beaucoup, qui ont été réalisés et utilisés pour les restaurants. Donc c'est ce travail étroit avec les artisans et ensemble se pousser pour arriver à les réaliser. C'est un petit voyage qui est merveilleux. Moi, euh, j'adore ça, j'adore faire ça. Et voilà, je dois pas, je me rapproche des professionnels qui savent le faire. Je vais pas me lancer comme chef à faire des modèles et travailler sur des machines que je connais pas. Je vais le faire avec quelqu'un qui a l'expérience, qui va voir avec moi, qui a l'envie comme moi de réaliser ça. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est la synergie qui peut se trouver entre les professions. Voilà. Alors, une autre synergie intéressante aussi, c'est celle que fait Milt Studio avec, par exemple, son menuisier, avec quelques exemples. Aude, Léa, quelques mots là-dessus? Mmh. Oui, bah, du coup, donc, Aude en parlait tout à l'heure, notre menuisier, donc, il s'appelle Guillaume Bouvet. Voilà, il est dans la région de Lyon. Et en fait, c'est une collaboration qu'on a depuis très longtemps. C'est une relation qui est assez importante parce que du coup, nous, quand on a
des idées, voilà, donc on va dessiner notre mobilier, on va commencer à faire des 3D, enfin des croquis, des 3D, etc. Mais Guillaume, il va apporter vraiment aussi son côté technique, et Aude en parlait tout à l'heure, notamment sur le fait on a des grosses contraintes qui est qu'il faut que les structures soient pas trop lourdes, qu'elles soient démontables facilement, etc. Que ça prenne, on a un petit camion, donc que ça prenne le moins de place possible dans le camion pour aller sur les événements. Donc c'est vraiment une discussion avec cet artisan à chaque fois quand on a des idées, ben lui il va apporter aussi sa touche, nous donner des conseils, etc. Et donc oui, c'est sûr que c'est une relation qui est importante. Et puis, Et oui. on va. Vas-y. Allez-y. Non, c'est bon, t'inquiète. Non. Non, mais juste, c'était moi, aussi. On va y arriver. Je t'en prie. Non, c'est bon, il n'y avait rien de très important. Donc vas-y, je t'en prie, je te laisse la parole. Non, je voulais faire le lien avec Noémie aussi, qui travaille aussi de manière parfois très plastique dans ses projets. Oui, bah, c'est vrai que j'ai une pratique très artisanale, moi, de l'illustration. Parce que, par exemple, je suis incapable de travailler avec une tablette graphique. Je dessine de manière beaucoup plus spontanée, avec un véritable crayon à la main. J'ai testé la tablette, mais elle est restée dans son emballage après parce que, en fait, ça me bride et je suis pas du tout à l'aise. Alors, c'est vrai que c'est un travail manuel, du coup, qui est assez fastidieux. Mais je crois que je suis finalement assez attachée à ce processus de création. Le fait de sortir tous mes petits crayons, voir, utiliser, les tailler, faire des tests de couleurs pour créer des palettes harmonieuses. Et donc là, ce que vous voyez comme image, c'est des choses qui ont été réalisées au feutre et à l'acrylique. Mais je vais aussi pas mal travailler les collages. J'aime bien, en fait, je pense, avoir à ma disposition tout un set de formes, de couleurs, et ensuite les assembler, superposer les éléments, et recomposer ensuite des nouveaux paysages. Donc voilà, c'est une autre manière de travailler l'artisanat. On va passer un petit peu à un moment important. C'est les exemples inspirants ou des designers, des chefs qui traitent de cette question du design, de l'alimentation, de la gastronomie ou des trois en même temps. Peut-être que je vais commencer par une personne qu'on a déjà citée au début, Léa. Ouais, complètement. Et ben oui, donc du coup l'idée c'était voilà donner des designers, des artistes qui travaillent sur cette thématique de l'alimentation. Et moi c'est vrai que j'ai fait donc quand j'étais étudiante, j'ai fait un stage de 3 mois chez cette designer hollandaise qui je pense qu'il faut connaître quand on s'intéresse quand même à tout ce qui est design, à l'aliment, etc. Qui s'appelle Maraya Vogelsang. Et qui a une approche très à la fois expérimentale, mais aussi très concrète, puisqu'en fait moi donc c'est plus tout à fait le cas maintenant, mais quand j'y suis allée à l'époque donc à Amsterdam, elle avait vraiment ce côté très événementiel aussi, et donc elle imaginait des expériences culinaires. Et là, l'exemple que vous avez, c'est un dîner sur la thématique de Noël. Donc c'est un dîner de Noël, c'est une galerie, je ne sais pas si elle existe encore, mais qui s'appelait Drug Design. Et donc, il lui avait demandé d'organiser ce dîner. Je crois que ça se passait au Japon. Et du coup, elle avait complètement. Elle s'est dit, je vais pas. Enfin, si c'est juste pour faire un dîner avec la déco de Noël et tout, c'est vraiment pas intéressant et c'était pas vraiment son style. Et du coup, elle a essayé de reprendre les fondamentaux de Noël, qui vont être vraiment l'idée de créer du partage en fait entre les gens. Et du coup, elle a installé ces gens qui ne se connaissaient pas, voilà, donc autour de cette table. Et en fait, au lieu d'avoir la nappe qui retombait, voilà, comme une nappe normale, la nappe était suspendue au plafond et les gens avaient des ouvertures pour mettre leurs bras et leur tête. Et du coup, ce qui fait que donc déjà, ça crée quand même un contexte un peu spécial. Et puis, ça permettait de cacher aussi
un peu la façon dont les gens étaient habillés. Donc comme ça mettait tout le monde un peu sur ce même pied d'égalité, afin de faciliter l'échange, etc. Et puis d'éviter les premiers jugements qu'on peut avoir aussi sur quelqu'un en le voyant au premier regard. Et puis voilà, elle avait vraiment travaillé vraiment sur cette notion d'échange, de partage. Donc, elle avait par exemple imaginé des assiettes qui étaient coupées en deux. Et donc, moi, par exemple, donc, elle avait travaillé sur des associations que tout le monde connaissait. Donc, par exemple, la tomate et la mozzarella. Donc, moi, dans mon assiette, j'avais que de la tomate et je devais faire la gestuelle de partager mon assiette avec le voisin d'en face qui avait la mozzarella, etc. Donc je trouve que c'est expérimental, hein, mais c'est des projets qui sont quand même très intéressants et qui font c'est un travail vraiment très intéressant sur la nourriture. Un autre exemple peut-être cette fois pour Aude, qui se passe à New York, c'est ça? Ouais, c'est un studio qui s'appelle donc Pinch Food Design, qui est un studio voilà, qui a aussi beaucoup d'événements, mais alors ils ont deux particularités. La première, c'est que ils ont en fait en interne intégré cette partie food que nous on a externalisé en fait, que vu qu'on collabore avec des traiteurs, donc en fait ils ont aussi ce jeu avec la nourriture qui peut être poussé avec leur chef, qui est assez sympa. Et puis, ils ont aussi ce côté très immersif. Disons qu'ils vont vraiment faire des choses assez à taille humaine, où ils vont intégrer les gens. Enfin, même, on est même dans le design d'espace, je dirais, où voilà, ils peuvent intégrer pas mal de choses. Donc, c'est assez total. Et ils font et puis il y a aussi ce côté très participatif. Voilà, en tout cas, ils sont très créatifs. Voilà, il y a pas mal d'exemples qui défilent là devant vous, mais où ils vont vraiment inviter les gens à interagir, à se servir. C'est assez ludique, régressif, et on aime beaucoup ce qu'ils font. Oui. Ouais, voilà, il y avait là, un pareil. autre exemple. Oui. Alors, ouais, alors ça, voilà, et je pense que ça peut bien recouper aussi avec Noémie, puisqu'elle a été interviewée dans un Hilo. dans Hilo, oui. Et en fait, voilà, c'est Caroline Lepez, elle s'inspire vraiment par le voyage. Elle montre comment est-ce qu'elle cuisine en s'inspirant de son environnement pendant le voyage. Et j'ai trouvé son livre absolument déjà très beau parce que c'est son copain photographe qui a fait toutes les photos. C'est magnifique et puis hyper inspirant de voir que avec ce qui nous entoure, on peut créer, on peut faire du design culinaire et voilà, je recommande. C'est très astucieux. Il y a beaucoup de choses très astucieuses et c'est très chouette, ouais. Donc, ça s'appelle Cuisine in situ et le concept, c'est d'aller cuisiner effectivement dans des contextes un peu particuliers. Tout à fait. Mathéo, peut-être des exemples inspirants. Alors, je pense qu'évidemment, il y a les chefs aussi côtoyés tout au long du parcours riche déjà. Oui, il y a Olivier Rollinger, c'est un grand exemple, une grosse motivation. C'est l'histoire de Monsieur Rollinger est vraiment incroyable. Lui, il a été, on a tenté le tuer quand il était très jeune. Il a perdu presque la vie. On l'a jeté des murs de Saint-Malo. On l'a trouvé presque mort le jour après. Et dans sa récup, sa maman l'a mis dans la cuisine, dans la maison des Bricourt, où il avait son 3 étoiles Michelin. Et il s'est remis dans la vie, dans la motivation à travers de la cuisine. Et lui, il n'a jamais étudié cuisine. Lui, c'est un chimiste. Et il est rentré dans le monde de la cuisine dû à sa maman et à connaître les produits et les épices. Et après, il est devenu un grand voyageur et il prenait toutes ces épices autour de nous, du monde. Et il y a la fameuse les épices de Olivier Rollinger. Il y en a à Paris, je pense qu'il y en a un peu partout maintenant. Et lui, il est directeur de Relais Château et il écrit le manifesto pour le Relais Château, pour les restaurants de Relais Château, pour le mouvement qu'il y a en philosophie pour l'environnement et l'utilisation de certains produits pour soutenir les consommations locales, l'utilisation des
de certains produits. Et c'est un grand exemple pour moi. J'ai eu la possibilité de faire une conférence avec lui au Mexique. Et c'est une grande inspiration pour moi. Comme le chef Pascal Barbeau, eux, bien sûr, tous eux, lui, c'était un des plus jeunes chefs à avoir 3 étoiles Michelin. Lui, il est à Paris. Et pour moi, c'est un souvenir de quelqu'un qui m'a incité, qui m'a poussé à devenir cuisinier, qui m'a bousculé, tu vas te réveiller maintenant et tu vas apprendre à être un bon cuisinier avant de vouloir être un chef. Et tout ce que j'ai appris, c'est vraiment de l'office de cuisinier. Euh, toutes ces bases que je parlais avant de la tradition et du savoir-faire, c'est Monsieur Barbeau qui m'a appris, dont je suis toujours en gratitude. Et c'est toujours une grande inspiration, c'est un grand cuisinier. Et en plus, c'est une super belle personne. Et comment oublier Monsieur Bretillo, qui était prof à l'Institut dans ma licence, euh, qui, depuis qu'on l'a connu, qu'il est arrivé à l'école, il nous a toujours, poussé à qu'on puisse nous dépasser dans nos idées, d'aller chercher vraiment les raisons, les pourquoi, non, de se questionner les choses qu'on fait pour savoir si le sens, le contexte. Et c'est quelqu'un qui m'a fait aussi, qui m'a partagé le fait qu'il n'y a pas de limite dans la gastronomie, dans le design, dans la création, dans tous les cas. Il n'y a pas de limite. Bien sûr, il faut avoir les bases, il faut avoir les choses, ou comme Monsieur Paul le dit, pour lui, il y a je me rappelle très bien, on a eu une petite conférence où il est venu parler avec les élèves à l'école et il nous a dit, pour moi, la cuisine fusion, c'est la cuisine confusion. Voilà. Pour lui, il n'y avait que la cuisine traditionnelle qui comptait. Bien sûr, maintenant, la cuisine, elle a évolué de partout, mais elle a évolué grâce à des personnes comme lui qui ont mis les bases pour tout le monde. Le respect pour le produit, c'est une des choses que j'ai appris le plus dû à la philosophie de Paul Bocuse. Vito Noto, qui est un grand designer, c'est mon beau-père d'ailleurs, et qui est un grand designer suisse-italien, qui travaille dans l'industriel. Donc, Perdi Tempo, c'est une des marques d'horloges qu'il fait. Il fait des machines pour la pharmaceutique, pour le textile. Et c'est un des designers aussi de l'école Bauhaus qui est multidisciplinaire. Il peut être il peut te faire la création d'une machine, comme il peut te faire le logo ou la page internet. Donc c'est un exemple, c'est un exemple de la vieille école, voilà, de la vieille école du design. Et, du design pluriel, quoi. Oui, oui. Donc qui est toujours cette vision très stricte des choses et critique à penser, mais là il faudrait. Il y a toujours, quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui pourrait être mieux, et là il faudrait. C'est pas dire que ça peut être mieux ou pas, mais il faut essayer quelque chose d'autre. Et ça c'est un grand exemple que j'ai de Vito qui est incroyable comme professionnel. Merci Mathéo. Peut-être Noémie aussi quelques exemples avant de laisser aussi le public poser ses questions. On a déjà quelques-unes qui apparaissent dans le chat. Noémie? Oui. Et je viens vous parler d'une autre revue indépendante qui s'appelle Chasser le naturel. C'est une revue écrite par Pauline Dupin-Aymard qui a également contribué en fait au premier et au deuxième numéro aux îlots. Autant faire un peu de pub aux copains parce que c'est vraiment une chouette revue. Elle va aller en rencontre de vignerons un peu partout en France. Elle se déplace avec son petit camion, elle est itinérante et elle est
en fait, cette revue, c'est un peu son récit, son carnet de route. Elle a une plume vraiment très très chouette. C'est toujours empreint de beaucoup de poésie. Et au niveau de la maquette elle-même et de l'objet papier, elle apporte un grand soin à créer un objet qui soit unique, un peu toujours dans cette logique de carnet de route. Là, on voit pas très bien sur l'image, mais toute la reliure est apparente. Donc, c'est un peu un ovni, je trouve, dans le monde de la presse indépendante. Et je vous encourage vraiment à le découvrir. C'est très, très chouette. Et un autre exemple dont j'aimerais bien vous parler, c'est la boulangerie Arlotcheng à Nantes. C'est un lieu absolument super. C'est situé sur donc l'île de Nantes. C'est une boulangerie-café un peu hybride qui a pour vocation d'être à la fois donc une boulangerie, un café, mais aussi un lieu de rencontre à la croisée de la gastronomie et de la culture. Et le numéro 2 d'ILO d'ailleurs leur consacre un article. On s'est intéressé à ce qu'ils faisaient un peu là-bas. Et on a fait notamment le lancement du deuxième numéro d'ILO, donc ILO Exotique, chez eux il y a à peu près un mois. Et en fait, pour l'occasion, j'avais demandé aux équipes de la maison d'imaginer un menu exotique pour faire écho à la thématique du numéro. C'était vraiment passionnant de voir la manière dont ils s'étaient approprié la notion. Il faut savoir que l'équipe qui travaille à la maison, elle est vraiment multiculturelle. Ils ont un tourier qui est italo-belge, qui a vécu en Afrique. La pâtissière, elle est japonaise et donc elle jongle entre plusieurs de ses racines, une expérience aussi anglo-saxonne. Il y a un cuisinier qui est passé par des fermes en maraîchage biologique en Irlande. Donc, c'est vraiment une équipe multiculturelle. Et ce projet de menu exotique, c'était l'occasion pour eux justement d'allier leurs compétences et de travailler en synergie. Donc, ils avaient inventé un menu avec un fromage fermenté à partir d'oléagineux. Ils ont Cannes, le cuisinier de l'équipe, donc il avait intégré aussi du miso dans sa recette. Il avait réutilisé le pain des anciens, un peu leur pain de signature à la boulangerie. Il l'avait réutilisé pour faire de la chapelure. Et il y avait également une boisson à côté de tout ça. La boisson, c'était le café Shuada. Donc, c'est un café qui est vietnamien à la base. Et eux, ils l'ont vraiment réinterprété à l'occasion. Parce que toujours dans cette en fait, logique d'exotisme local, ils ont décidé de ne pas utiliser les concentrés sucrés, mais de plutôt faire un caramel de petit lait avec le lait cru d'Éric Chéniaud, un chouette producteur avec qui ils ont l'habitude de travailler. Donc voilà, ce menu, c'était l'occasion de voyager, de poursuivre l'expérience exotique à Barbacete. Les gens qui venaient donc repartaient avec leur magazine sous le bras et leur petite box à déguster. Et le ventre bien rempli. Comment ? Et donc le ventre bien rempli pour lire le magazine. Voilà, c'est ça. Ou l'inverse. L'expérience pouvait commencer par le magazine ou dans l'assiette. Mais donc voilà, le but c'était d'allier design et gastronomie toujours et de faire se rencontrer les deux. En tout cas, chouette et riche parcours avec vous quatre là ce soir. J'ai libéré les micros du public qui souhaite peut-être prendre la parole, poser des questions aussi à nos quatre voyageurs de ce soir, cuisiniers, graphistes, designers. Il y a une première question qui a été posée, il y en a eu plusieurs de la part de Famélique, une dernière. Donc, Mathéo a devancé tout le monde en répondant déjà sur le chat du coup. Comment définiriez-vous le concept de design culinaire? Mais on peut poser la question peut-être aussi à Léa et Aude. Oui, Mathéo a déjà fait une bonne réponse, je trouve. Disons que le design culinaire, c'est vraiment l'idée de repenser ou de travailler autour de l'acte de manger, mais ça peut être à la fois sur l'objet alimentaire lui-même. Donc vraiment ce qu'il y a dans l'assiette, dans le but de répondre par exemple à des nouveaux moments de consommation. Il faut savoir que des entreprises de l'agroalimentaire embauchent des designers pour travailler sur les produits de demain, etc. Mais il y a déjà plein d'exemples
enfin voilà, de design culinaire qu'on peut. Enfin, c'est l'idée vraiment de travailler sur le produit alimentaire en lui-même, mais ça peut être aussi, et nous c'est ce qu'on fait plus chez Meat Studio, c'est l'idée de créer vraiment des moments de dégustation. Et en fait, on appelle plutôt ça. Alors en anglais, justement, il y a un mot pour ça, mais c'est vraiment l'idée d'être designer de l'acte de manger, mais c'est pas très joli en français, donc c'est plus l'idée de eating design. Et nous, c'est vraiment plus ce qu'on fait chez Meat Studio, c'est vraiment créer des expériences mémorables, surprenantes, en utilisant la nourriture comme matière première. Merci pour cette belle réponse. Est-ce qu'il y en a qui veulent tenter de lever la main pour brancher le micro et participer avec nous en posant des questions? C'est tout à fait possible. Ou toujours par écrit si. C'est parti. Paul, Étienne, Lucas, je vous en prie. Ouais, j'ai une petite question du coup par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut considérer que le design alimentaire, c'est un peu une niche dans le design? Parce que moi, du coup, quand je lis un peu la définition, les objets, la façon, l'expérience autour du repas, je pense notamment à des designers de produits qui pourraient designer des fourchettes ou quelque chose. Mais du coup, ça touche au design culinaire. Est-ce qu'ils vont faire ça de leur côté? Est-ce que ça va travailler ensemble entre autres designers? Est-ce que c'est vraiment une spécificité design culinaire qui touche à un tout petit secteur ou vraiment c'est un peu transversal sur tout ce qu'il y a autour? C'était plus une question de précision par rapport au travail. Est-ce qu'on se spécialise forcément dans le design culinaire ou est-ce qu'on est généraliste et après on... Bah alors après il y aura des ouais tout à fait. Moi je suis comme Aude, c'est ah non pardon vas-y. Non vas-y je t'en prie. Non mais c'est global. Alors après il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des écoles qui proposent des formations de design culinaire. Après, je pense que, moi par exemple, j'ai pas fait de formation spécifique. Je pense que c'est très large en fait. Enfin, il y a des agences de design qui vont à un moment donné travailler sur un produit alimentaire. Après, effectivement, il y a quand même des designers qui se sont spécialisés. Mais je pense que tout est envisageable, à mon avis. Tu as même des designers, pardon, je vais compléter, mais il y a même, en fait, aussi selon parfois son attrait par rapport à une matière, par rapport, par exemple, on avait rencontré une designer qui était designer textile à la base et en fait, qui, elle, s'est vraiment intéressée à la texture par rapport au plat et qui a travaillé en collaboration avec des chefs pour vraiment imaginer les tendances de texture de demain pour les plats. Donc vraiment, on peut... c'est une palette très très large et après, selon son affinité, je pense qu'on choisit un petit peu par où on va prendre le design culinaire, quoi. Alors, il y avait un certain Mathéo Salas qui a levé la main. Peut-être qu'il veut prendre la parole. Je pense qu'il y a aussi... Il faut dire que, par exemple, quand on fait le design des fourchettes, des plats, c'est une spécialité, ça continue à être du design industriel. On est en train de créer des objets spécifiques pour une expérience qu'on veut faire avec, on parle déjà de design culinaire, car on est en train de créer tout ce qu'il y a autour d'une expérience qu'on va réaliser, peut-être avec d'autres professionnels ou nous-mêmes comme designers. Mais quand on crée, et je veux dire, et c'est pas une loi, c'est pas que il y a des règles sur ça, c'est pas limité, non? Mais je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup comme vous l'avez déjà dit, non? Cet éventail de possibilités, autant que tu peux être designer industriel et avoir une petite niche dans le design culinaire ou dans le, non? C'est comme un cuisinier, non? Qui peut, ou un chef qui peut se spécialiser sur les volailles, mais il y a des cuisiniers ou des chefs qui savent faire la pâtisserie, les entrées, les sauces, tout, non? Donc, exactement. Je pense que les designers ont cette possibilité. C'est comme je parlais de Vito Noto. Vito Noto, si vous le connaissiez, mais c'est fou. Il a un atelier en bas. Tu me dis, il n'arrive pas à faire ça à la maison. Il te dit, donne-moi les mesures, et il arrive avec le truc préparé pour l'installer chez toi. Je veux dire,
un bricoleur, MacGyver incroyable. C'est une imprimante 3D lui tout seul, quoi. D'ailleurs, il a une imprimante 3D dans son studio voilà. et tout. Mais, je veux dire, il y a toujours cette possibilité de adapter comme designer à toutes les possibilités qu'il y a dans le design. À quand une conférence de Vito? Bah, moi, je vais peut-être contacter son beau-fils pour voir s'il y a des disponibilités. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent tenter, du coup, de brancher leur micro? En tout cas, si on répond à la question de Paul-Étienne, c'est parfait. Moi, j'en suis ravi, le premier. En tout cas, ce soir, le but du jeu, c'était aussi une exploration plurielle, comme toutes les conférences qu'on fait depuis le début sur les mondes du design, en ayant, comme vous l'avez constaté, à mon avis, des intervenants qui sont dans cet univers-là et qui se sont rencontrés aussi ce soir. Et j'espère j'espère en tout cas que cette rencontre a été aussi riche pour eux quatre. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question avant de conclure et donner quelques bonnes adresses pour les fêtes, puisqu'il y en a avec nos intervenants ce soir? Bonsoir du Mexique. Est-ce que vous avez une question? Bonsoir. Bien sûr. Ok, c'est une question à tous, mais aussi à Matteo, que c'est mon frère. Et c'est une question que je voudrais le faire en public, car j'aimerais savoir c'est quelle la meilleure lumière pour cette intervention visuelle de la gastronomie. Alors, c'est pour tous dans le sens que, comme designer, c'est quelle la perception visuelle la meilleure pour pouvoir avoir l'espace où la gastronomie s'évolue. Et alors, c'est quelle la meilleure lumière? Pas seulement l'image, mais la lumière, pour vous. Ok, ça c'est toujours. Moi, je ne l'ai pas présenté et je pense que c'est important de le faire. Lucas est un designer d'illumination au Mexique qui fait beaucoup de projets sur la lumière. Et c'est vrai qu'on a travaillé déjà ensemble dans les restaurants pour la partie de l'illumination qui est super importante dans la nourriture et dans n'importe quelle partie de notre journée. Et Lucas, pour moi, la lumière la plus belle, c'est celle du matin et après celle de l'après-midi, presque aller au coucher de soleil pour la nourriture. C'est cette lumière naturelle, je veux dire, je dois être sur les 4 heures, 3h30 et 4 heures de l'après-midi et sur je vais dire 11 heures du matin. C'est le plus belle 10h30, 11 heures du matin pour moi. Voilà. Et peut-être quelle lumière et à quel endroit, ça peut être intéressant aussi pour le coup, Matteo. Ça, c'est les heures pour Grand Montana Suisse. Voilà. D'accord, ok. Et quelles sont les heures idéales du coup pour la cuisine, la gastronomie, l'alimentation, Noémie, Aude, Léa? Alors, nous, on fait des événements le soir. Souvent, nos événements sont le soir, donc c'est assez problématique, effectivement. Donc, non, mais bien sûr que nous, on a eu l'occasion de faire des shootings photos en lumière naturelle, alors, on parlait pas de photos, mais avec une photographe. Et c'est vrai que cette lumière matinale, effectivement, est assez. Enfin, moi, je trouve qu'elle reflète assez bien généralement ce qu'on a dans l'assiette. Plus que le soir, où le soir, il y a forcément les éclairages artificiels, etc. Donc ça rend, disons que c'est différent, quoi. C'est un univers différent. Je sais pas Aude si tu as des choses à rajouter. Après, non, mais je vais parler au sens peut-être très figuré, mais il y a aussi nous, ce qui illumine aussi pas mal nos événements, c'est les sourires des gens. Et je pense que ça, c'est la plus belle lumière qu'on ait sur nos événements. C'est voilà. Et paf. Il y a aussi les luminaires de Lucas, du coup, aussi, qui existent par ailleurs. Noémie, quelle est la lumière idéale pour déguster
une pâtisserie de Nantes ou alors lire Hilo? Bah, je pense qu'il n'y a pas d'heure pour attraper un bon bouquin et un bon magazine, mais bon, ça requiert un petit peu de lumière quand même, c'est vrai. Bah, la lumière naturelle, la lumière du petit matin, mais ça peut aussi être la lumière d'une bougie l'hiver ou la lumière au coin du feu. Donc, toutes les lumières permettent, en plus la lumière, c'est forcément lié aussi à l'expérience du papier. Donc, voilà, ça peut être des lumières un peu tamisées ou un soleil bien pétant, bien éclatant qui va permettre aussi de découvrir d'une autre manière les photos. C'est justement ce que j'adore avec le papier, de le redécouvrir d'une manière un peu différente en fonction de l'ambiance dans laquelle on se trouve. Et en tout cas, on sait qu'il est tout début d'après-midi au Mexique, donc on espère que la lumière n'est pas trop rude et que la température est agréable aussi. Je voudrais terminer aussi cette belle conférence de lumière, la dernière en tout cas de 2020, par quelques bonnes adresses du coup, puisque Hilo Magazine, c'est accessible à la fois sur Internet, vous pouvez le commander en ligne, vous pouvez commander les 2 numéros et c'est un cadeau parfait pour tous les amoureux de la cuisine et du voyage. Il y a aussi les belles illustrations de Noémie qu'on peut trouver sur son site internet, noémiemalaise.com. Mythe, on espère qu'on aura une ouverture très bientôt. Alors j'ai oublié de parler aussi du le collectif de designers, graphistes qui s'engagent vraiment sur des projets engagés pour un monde durable et plus juste. On n'a pas trop parlé, Noémie, ça fera peut-être l'objet du coup d'une autre conférence, mais c'est un chouette collectif qui s'engage vraiment sur les questions de développement durable et du climat, en tout cas dans le collectif dont vous faites partie. Et Mythe, on espère aussi qu'effectivement Jean et Manu nous libéreront bientôt pour des événements avec vous. Pourquoi pas à l'ESDAC on y croit. C'est ça. Ou alors à l'école Les Roches en Suisse avec le restaurant Roots avec Mathéo, où on pourra imaginer aussi pas mal de choses avec du chocolaté et puis à côté de ça, la possibilité d'avoir une dédicace spécifique de Noémie. Ce serait assez incroyable. En tout cas, on arrive à la fin de cette belle conférence avec ce joli propos, cette balade avec vous quatre. Ça a été vraiment très, très agréable. Merci à tous pour ça. Merci. À la com aussi qui a travaillé sur le sujet. Élise, Florian et tous mes homologues de centre de l'ESDAC. Et puis tous les spectateurs là ce soir et puis demain aussi, ou en ce moment parce que vous regardez le replay sur YouTube. Et puis les prochaines conférences Monde du Design, c'est déjà l'année prochaine, comme on dit en France, avec une conférence par mois, toujours autour du design, avec de la philosophie, de la pensée créative, de la société, du jeu. Bref, en attendant, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et de passer une excellente soirée et très belle fête de fin d'année, même si elles seront en plus petit comité et confinées. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.